Très chers téléspectateurs, très chers auditeurs de la Redondance Télévision, très chers auditeurs, très chers téléspectateurs de Amis de Wechi, nous sommes très heureux de pouvoir nous présenter devant vous aujourd'hui pour recevoir certainement une personne qui fait l'actualité de la République démocratique du Congo. Comme nous disons toujours que nous allons vous informer et vous informer avec ceux et celles qui font l'actualité de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons recevoir une personne qui va nous informer certainement de l'actualité de la République. La première question, nous allons nous présenter. Je passe la parole à mon confrère de pouvoir se présenter justement pour saluer les auditeurs et téléspectateurs. En tout cas, merci Marcel Lazance, en tout cas de bien partager ce plateau avec moi. Je répète à tous qui nous suivent en ce moment à travers le monde entier que nous sommes ensemble sur ce plateau des Amis de Wechi International honoré à Limia Mongala. Nous recevons pour vous Madame Blandine Diafoutoa, qui n'est plus personnalité à présenter. Elle est secrétaire générale et rapporteur du RCK, résistant combattant du Congo. Elle est aussi présidente de la souveraineté panafricaine et aussi secrétaire technique et aussi porte-parole de la coalition de forces vives congolaises. C'est avec elle, effectivement, aujourd'hui que nous allons débattre cette émission d'aujourd'hui. Maman Blandine Diafoutoa, une personnalité à présenter. Comment vous allez? Merci Tipe Wombi Dilingi, merci Marcel Lazance de m'avoir invité aujourd'hui sur ce plateau de la Redondance et des Amis de Wechi. Donc merci aux téléspectateurs d'être aujourd'hui avec nous. Effectivement, je ne suis plus à présenter. Si mon nom est encore inconnu pour certains, mon visage l'est beaucoup moins. Donc je vais très bien, au mieux que possible, c'est-à-dire que physiquement et au niveau de la santé, je vais très bien. Malheureusement, au niveau de mon cœur et au niveau de ceux qui m'amènent aujourd'hui ici sur ce plateau, cela ne va pas aussi bien que nous pourrions le penser. Voilà. Elle a bien dit, mais nous sommes là justement pour parler de l'actualité de la République démocratique du Congo. Nous parlerons de l'actualité mondiale et beaucoup plus aussi de l'actualité de l'heure qui est la libération de M. Jean-Pierre Bemba et des élections en République démocratique du Congo. La libération de M. Jean-Pierre Bemba qui a été coffré pendant au moins 10 ans à La Haye et aujourd'hui il est libéré. Qui représente cette libération pour vous, le RCK? Alors, très bien, effectivement, l'actualité actuelle nous met en avant un personnage qui est un personnage politique de la République démocratique du Congo, donc Jean-Pierre Bemba, qui est un compatriote, pour lequel nous avons en 2005-2006, à l'époque, milité tout justement quand il a été arrêté pour demander sa libération, puisque nous avions jugé à ce moment-là que cette arrestation était arbitraire et que les accusations qu'on lui portait ne lui étaient pas destinées. Donc sa libération est une satisfaction pour nous, peuple congolais, bien sûr. Et dans ce cadre-là, je ne peux que le dire bienvenue au niveau de la diaspora, bienvenue dans le monde réel de la lutte pour la libération du Congo. Il y a 10 ans, la situation n'était pas ainsi. Mais aujourd'hui, la situation a beaucoup avancé et nous avons actuellement dans la diaspora pour la République démocratique du Congo beaucoup d'acteurs politiques, dont je suis une aussi. Vous êtes une des actrices politiques, certainement. Le RCK, c'est un grand mouvement de libération, de lutte, de libération de la République démocratique du Congo. Mais parlez-nous un peu brièvement du RCK pour que nous puissions savoir exactement. Le RCK, vous les définissez comme étant un parti politique, c'est un mouvement de pression, c'est, je ne sais pas, une association quelconque dans la diaspora. C'est quoi exactement le RCK? Alors le RCK, merci de poser la question Marcel Lazance. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le RCK est un mouvement de pression à caractère politique. C'est-à-dire que nous sommes une plateforme qui regroupe énormément de tendances politiques congolaises. Et dans cette plateforme-là, notre mission première, c'est bien sûr nous luttons contre le pouvoir en place, ce régime dictatorial qu'il y a en République du Congo, qui a mis aujourd'hui plus de 12 millions de Congolais sous terre. Nous luttons également pour que l'instauration d'un état de droit puisse exister en République démocratique du Congo, que les droits humains et les droits civils soient respectés. Nous luttons également pour que l'éducation, la santé, l'économie du Congo soient au premier plan dans notre pays et bien sûr pour que la richesse qu'il y a au sein de notre sol, au sein de nos sous-sols puisse bénéficier au premier Congolais qui vient sur terre. Voilà pourquoi nous luttons également. Mais une chose également, nous luttons aussi dans le résistant combattant du Congo. Quand vous l'entendez, c'est Congo. C'est le Congo avec un K qui représente le royaume Congo. C'est-à-dire
c'est-à-dire que notre lutte ne s'arrête pas qu'en République démocratique du Congo, elle s'étend dans l'Afrique centrale et également à l'est et à l'ouest et au sud de l'Afrique pour donner la liberté et la souveraineté à tous les peuples africains. Madame Blandine Diafouta attend de parler, il parle de RCK, les cas comme étant le Congo avec un cas. Elle parle du royaume Congo. Nous ne voulons pas nous éterniser effectivement sur le RCK, mais quand vous parlez des royaumes Congo, est-ce que le RCK est en train de militer pour le retour au royaume ou alors vous plaidez pour autre chose? Alors, nous ne militons pas pour le retour au royaume, nous militons pour le retour des valeurs ancestrales. Nous militons pour le retour de la force souveraine du peuple africain. Voilà pourquoi nous... L'actualité qui nous préoccupe aujourd'hui, ce sont les élections en République démocratique du Congo. Vous les avez appelées de vos voeux depuis très longtemps. Depuis très longtemps, aujourd'hui les élections se présentent. C'est à la fin de cette année, je crois le 23 décembre, ce sont les scrutins. Alors, quelle est votre opinion par rapport à cela? Le RCK, parce que vous dites que c'est un mouvement de pression en tant que tel, vous n'aspirez pas à pouvoir accéder au pouvoir ou alors à prendre les rênes du pouvoir au Congo. On vient juste pour faire une pression, comme on a vu la coordination catholique qui fait qu'une pression à la fin. Alors, quelle est votre opinion, quelle est votre lecture par rapport aux échéances électorales qui sont en train de se préparer au Congo? Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, j'ai dit effectivement que nous souhaitions un mouvement de pression à caractère politique. Nous ne sommes pas actuellement un parti politique, mais nous sommes voués à devenir un parti politique en République démocratique du Congo. Donc, la prise de pouvoir en République démocratique du Congo se fera. Alors, aujourd'hui, à la lecture de ce qui se passe en République démocratique du Congo, sachez une chose, nous ne parlons pas d'élection pour nous au RCK, tout simplement parce que nous sommes sous occupation. Cette occupation que beaucoup d'hommes politiques nient. Beaucoup d'hommes politiques mettent de côté, beaucoup d'hommes politiques ne veulent même pas en entendre parler. Or, nous sommes sous occupation, car on a à la tête de notre pays un occupant. Si lui ne se dit pas être occupant, ses donneurs d'ordre, toute son armée, tout son entourage font partie de l'occupation, font partie des occupants étrangers. Donc nous sommes sous occupation. Et dans ce cadre-là, nous nous positionnons en tant que résistants. Et en tant que résistants, nous ne pouvons aller au pouvoir, nous pouvons aller aux élections avec le pouvoir d'occupation. Donc il est clair que si nous devons un jour prendre le pouvoir, ça sera bien sûr de façon démocratique et par la voie électorale, mais une fois que l'occupation sera chassée de... Non, parce que vous parlez des élections, je voudrais bien savoir, le RCK, c'est défini de quel côté de parti politique? C'est-à-dire, vous êtes du côté des partis politiques de l'opposition, vous êtes dans la résistance, certainement le RCK c'est à la résistance, et vous vous définissez de quel côté exactement? Parce que là, vous avez l'objectif certainement de prendre le pouvoir et de devenir peut-être un parti politique, mais vous vous définissez de quel côté? Vous êtes de quel côté du pouvoir ou de l'opposition? Alors, nous sommes du côté du peuple. C'est comme ça que nous nous définissons. Nous ne pouvons pas être du côté de l'opposition actuelle, puisque l'opposition en République démocratique du Congo est une opposition faussée. Tout simplement parce que la plupart de ces opposants prennent parti à l'instauration ou encore au maintien de l'occupation en République démocratique du Congo. Donc nous ne pouvons pas être qualifiés d'opposants au même titre que ceux-là qui sont en République démocratique du Congo. Donc nous sommes dans la résistance et nous sommes pour le peuple congolais. Vous êtes pour le peuple congolais, mais madame... Vous allez vous dire non, nous n'allons pas aux élections parce qu'il y a un occupant. Vous pensez vous faire le poids vis-à-vis de la communauté internationale et tous les autres grands partis qui sont déjà installés au Congo? Merci pour la question. Je pense qu'il est important que le peuple congolais comprenne réellement ce qui se passe. Prenez chacun une bonne lecture de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Pour ceux qui suivent la conjoncture, vous savez que tout est plus ou moins tracé. Et par cette fameuse, tout justement, communauté internationale qu'on emploie que quand il s'agit d'Afrique. Quand on va pour aller en Russie attaquer, on ne parle pas de la communauté internationale.
Quand on va en Tchétchène ou autre pays ou en Amérique du Sud, on ne parle pas de communauté internationale. On parle de l'OTAN, on parle des États-Unis, on parle de la France. Quand on va en Syrie attaquer, on ne parle pas de la communauté internationale. On utilise ce terme uniquement pour dire qu'il y a un assemblage de personnes dans le monde qui régit le monde entier, qui décide pour l'Afrique. Or, cela est faux. Donc nous ne rejetons pas le fait qu'il y a des institutions qui sont déjà faites dans ce monde pour régir certaines façons de vivre dans ce monde, mais nous rejetons sur le fait que la communauté internationale se croit avoir le monopole de diriger la République démocratique du Congo. Et à ce titre-là, effectivement, Bemba va aux élections, Katumbi va aux élections, et je ne sais qui, syndicats, etc., vont aller aux élections. Mais au final, qui va gagner dans cette élection? C'est toujours l'occupation. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un flou total à savoir si Kabila va se représenter, si Kabila ne va pas se représenter. Les choses se disent ainsi, il ne le dit pas ouvertement, mais on sait très bien que quand un pouvoir d'occupation prend l'initiative de mettre en place des élections, c'est pour les gagner et non pas pour les perdre. Et donc nous ne pouvons pas leur donner le crédit de cette... Joseph Kabila, mais il est au pouvoir, aujourd'hui il ne sait pas se déclarer s'il sera candidat ou pas. Il y a des grands partis politiques qui vont y aller, qui vont se présenter, et à supposer qu'il y ait un nouveau qui arrive au pouvoir, qui a des élections en République démocratique du Congo. Vous allez continuer à faire de la pression ou vous allez vous ranger derrière ce parti politique? Nous ne rangerons derrière aucun parti politique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous serons un parti politique en République démocratique du Congo. Donc à ce moment-là, et effectivement, nous irons au Congo et nous instaurons notre parti politique, peut-être à ce moment-là dans une vraie opposition. Blandine Diafotoa, la République démocratique du Congo, ça fait à peu près 2 345 409 km². Et ça fait près 81 339 988 habitants, ce qui fait une densité de population de 36 habitants au kilomètre carré, c'est quand même énorme. Et ça fait 26 provinces, avec la constitution de 2006. Alors, vous êtes un mouvement de pression, devenir parti politique demain. Alors, au niveau de la diaspora, presque tout le monde à la diaspora, on connaît les RCK. On connaît Bali Dafouta qui n'est plus à présenter. Mais quelle est votre assise en République démocratique du Congo? Quelle est votre stratégie de la prise? Parce que vous ne prenez pas part aux élections, ni provinciales, ni législatives, ni présidentielles. Mais vous avez l'aspiration de pouvoir accéder au règne de pouvoir. Par quels moyens, par quel mécanisme pensez-vous pouvoir accéder au pouvoir? Quelles sont les assises que vous avez au République démocratique du Congo avec la superficie que nous venons de voir ici? Merci pour cette question qui est très intéressante. Effectivement, au point de vue des assises, nous avons des assises. Vous savez que le RCK, qui est un mouvement effectivement de pression, a été à la base de plusieurs actions. On va appeler ça des actions musclées, parce que c'est ainsi qu'on les a surnommées. Plusieurs actions qui ont réveillé le peuple congolais de la diaspora, et pas seulement de la diaspora, mais également ce peuple congolais de l'intérieur. Et ce peuple congolais de l'intérieur, même si pour certains ne connaissent pas forcément le RCK, ou encore son leader qui mène le combat depuis plusieurs années, mais connaissent au moins ce que nous avons voulu faire instaurer au peuple congolais, c'est qu'ils ont le pouvoir de changer les choses. C'est que le pouvoir appartient au peuple. C'est que le peuple congolais a dans la Constitution des articles 63 notamment et 64 qui lui permettent aujourd'hui de pouvoir faire entendre sa voix et de pouvoir défendre sa patrie. Donc ça, aucun peuple congolais, où qu'il soit dans ces 2 millions et quelques kilomètres, je ne vais pas répéter le chiffre exact, ou encore ici au sein de la diaspora, ne peut ignorer cela. Et ce message-là a été véhiculé, pas seulement par le RCK, je le dis, puisqu'il y a eu avant le RCK le CREF qui a été créé, il y a eu également l'APK, et dans ces 3 mouvements que je viens de citer, Jean-Martin Salibongue, qui est le président actuel du RCK, a toujours été là pour véhiculer ce message. Écoutez, moi aujourd'hui c'est vraiment une émission vérité où nous devons parler de la vérité sur la diaspora congolaise et sur ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Et très chers téléspectateurs, très chers auditeurs des Amis des Wétiers de la Redondance Télévision, vous êtes certainement d'accord avec moi. Mais parlons un peu de la diaspora. Certainement la diaspora c'est une grande force. La plus grande force qui a existé et qui a mis en ébullition le combat et le réveil de la population congolaise étant de la démocratie, plutôt de la diaspora, comme ceux qui sont sur place. Mais vous avez été dans la pression, vous avez fait tout ce que vous avez fait, vous avez éveillé le monde, vous avez éveillé, depuis que vous avez commencé cette lutte de libération, nous n'avons vu nulle part où vous avez été considéré comme étant, parce que nous ne voilons pas la face,
comme étant une force bien définie provenant de la diaspora congolaise, comme la Syrie ou la force birmane ou d'autres pays qui s'organisent en très grande force aujourd'hui, qui pèsent par rapport à certains gouvernements occidentaux. Mais vous, depuis que nous sommes là, nous disons la diaspora, vous avez réussi plutôt à interdire la musique, vous avez réussi à interdire plusieurs choses, mais à faire une force pour aller libérer les Congos sur place, vous pensez vraiment être une grande force? Oui, je pense que nous sommes une grande force, tout simplement parce que cette diaspora-là, beaucoup disent qu'elle n'est pas organisée. Je dirais non. Il y a beaucoup de groupes dans la diaspora qui sont organisés. Seulement, il faut comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ce combat. La République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays. Ce n'est pas le pays, comme vous venez de me citer, la Syrie, où effectivement des enjeux sont importants, mais ne sont pas aussi importants. Parce que ce qu'on recherche en Syrie, on l'a 4 fois ou 10 fois plus en République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas, on n'a pas à faire face à un seul attaquant, on n'a pas à faire face à une seule multinationale, on ne fait pas face à un seul politicien, on fait face à plusieurs multinationales, si ce n'est toutes les multinationales du monde, si ce n'est tous les États du monde qui ont un regard et une mainmise sur la République démocratique du Congo. Ces États, pour se libérer, pour qu'aujourd'hui ils puissent être des États forts, ont été libérés par leur propre diaspora. Ils connaissent quel est l'enjeu de la diaspora, ils savent quelle est la force de la diaspora, quelle est l'éducation de la diaspora. Leur but est d'étouffer cette diaspora. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau des médias, on parlera de lui et vous étiez présent. Quand il s'agit, encore en 2013, quand il y a eu aussi le concert contre l'arrêt du concert au Zénith, vous l'avez entendu. Quand il s'agit des présidents africains, quand ils viennent ici, on parle de cette diaspora-là. Mais quand il s'agit de parler politiquement de cette diaspora-là, tout est mis en place pour que cela soit tué, pour qu'on nous minimise au maximum. Mais elle est minimisée justement, c'est de ça que je suis en train de parler depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que cette diaspora n'est pas assez organisée pour que vous formez une grande force. Certainement, nous me dirons, le simple fait que le Congolais réussisse aujourd'hui à interdire sa propre musique, lui qui était un grand ambianceur, un grand aimant de sa propre musique, réussir à interdire cette musique dans sa propre diaspora, c'est déjà quelque chose de très grand. Mais par rapport à la force maintenant politique de la diaspora congolaise, vous pensez que la diaspora est respectée? Même les politiciens, je vais en arriver. Les politiciens, Jean-Pierre Memba va retourner en République démocratique du Congo. Il y a l'UDPS, il y a le PALU, il y a tous les autres partis, SID et tous les autres. C'est-à-dire, quelque part avant de venir ici, ils savent qu'il y a une diaspora qui est là. Mais lorsqu'ils sont au Congo, ils ne parlent jamais de la diaspora. Et vous pensez que cette diaspora existe? Ils ont un regard sur une diaspora quelconque, sur ceux qui luttent, ceux qui sont là en tant que combattants, qui luttent au Congo. Je ne parle pas des individualités, hein, parce que nous avons vu d'autres qui sont partis devenir ministres là-bas parce qu'ils ont fait leur nom ici. Mais vous pensez, qu'est-ce qu'il faut pour que cette diaspora soit devienne plutôt une très grande force qui pourrait faire peur au pouvoir en place? Alors, déjà, au niveau de l'organisation, je vais reprendre juste nous, au niveau du RCK, on a créé une plateforme qui s'appelle la Coalition des Forces Vives Congolaises. Cette Coalition des Forces Vives Congolaises a été créée tout justement dans le but de rassembler toutes les tendances politiques, combattantes, résistantes, pour créer tout justement cette force, cette organisation qu'on nous dit ne pas avoir. Et cette coalition est toujours existante. Cette coalition, elle s'est proposée pour être au niveau de la transition en 2016, à la fin, on va dire, extra-illégal, parce que pour nous, au RCK, nous estimons que Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe de son vrai nom, n'a jamais été légitime en République démocratique du Congo. Quand on parle d'un fin de mandat le 19 décembre 2016, tout simplement parce que là, il est devenu extra-illégal. Donc pour nous, au niveau de la Coalition des Forces Vives Congolaises, nous proposions une transition tout justement, et nous avons à ce titre été reçus par des instances d'ici en France et également en Hollande. Donc ne croyez pas que la diaspora ou le RCK ou toutes les personnes qui habitent, qui sont dans la coalition ne sont pas entendues. Nous avons été reçus par le ministère des Affaires étrangères hollandais. Nous avons été reçus par le ministère des Affaires étrangères français. Nous avons été reçus par l'organisation de l'OIF, sans compter d'autres rendez-vous dont je ne peux malheureusement pas citer ici. Mais lorsqu'on parle de force en présence en République démocratique du Congo, quelque part, je vous coupe pas la parole, c'est qu'il y a une considération, c'est qu'il y a une prise en compte. Nous avons vu, je ne vous coupe pas la parole, nous avons vu le 1+4. La diaspora n'a jamais existé.
Nous avons vu le dialogue qui se sont opérés ça et là, la diaspora, Addis Abeba et consorts. On n'a jamais cité la délégation de la diaspora qui va y assister, qui va participer. Comment est-ce qu'on peut parler de la diaspora quand on sait que cette diaspora, c'est la diaspora qui est dans le vrai? Je vous ai dit tout à l'heure que toutes les oppositions qu'il y a en République démocratique du Congo, c'est une opposition qui sont complaisantes, si ce n'est complices avec l'occupant. À partir du moment où nous sommes dans le vrai, que nous disons que le Congo est occupé, croyez-vous que la France va accepter qu'on dise que le Congo est occupé? Elle est occupée par qui? Parce que la question là, vous parlez de la France, mais moi je parle de l'organisation dans la diaspora. Dans la diaspora. Parmi les combattants et les combattantes, les résistants et les résistantes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau de la diaspora, il y a des organisations, notamment le RCK ou la Coalition des Forces vives. Nous sommes organisés. C'est-à-dire que nous avons une structure, nous avons notre projet de société, nous avons une base intellectuelle qui régit tous nos statuts et toutes nos chartes entre nous pour pouvoir justement avoir cette organisation-là. Mais au niveau, je vois très bien de ce que vous voulez dire, Monsieur Lazance. Ne croyez pas que je passe à côté de votre question, que je ne la comprends pas. Je la saisis très bien. Seulement, ce que je ne veux pas que les Congolais retiennent ici, c'est que la diaspora n'a aucune force. Que la diaspora, parce qu'elle n'a pas été aux accords de Lusaka, parce qu'elle n'a pas été à Addis Abeba, parce qu'elle n'a pas été au dialogue, parce qu'elle ne va pas aux élections, alors elle n'a aucune force. Ça, je ne veux pas que le peuple congolais le retienne. Sachez qu'aujourd'hui, pour que tout cela puisse se faire, c'est parce que la diaspora s'est levée. C'est parce que la diaspora, les Congolais de la diaspora ont dit que le Congo, ce qui se passe en République démocratique du Congo était intolérable. Et c'est nous, la diaspora, qui avons insufflé cette force à ces soi-disant politiciens qui aujourd'hui vont dans tous les sommets ou dans tous les dialogues, dans toutes les élections pour pouvoir prétendre être les seuls représentants des Congolais. Ça, je vous les reconnais parce que la diaspora a fait, certainement le membre de la diaspora ont fait mouvements de pression, ils ont fait des actions musclées ici dans la diaspora. L'action que je retiens beaucoup plus, c'était par exemple la fermeture du périph' pendant certaines heures. Pour ceux qui savent, le périph', s'il est fermé pendant autant d'heures, c'est autant de manque à gagner pour l'État français. Blandine Diafoutois, rappelez que vous êtes bien en direct de votre plateau, de la redondance et des amis de Wechi. En tout cas, merci. Et comprenez effectivement que c'est la chaleur de l'émission parce qu'il y a beaucoup vraiment à piocher. Parce que nous parlons de la coalition des forces vives de la RT Congo. Moi-même, j'ai été là présent le jour que cette coalition a été portée à son faux baptisme. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, pourrions-nous parler encore de la coalition de forces vives? Mon confrère vous a posé une question claire. Est-ce qu'il y a-t-il un responsable? Parce que là, vous parlez des coordonnateurs ou des coordinateurs stratégiques ou politiques. Mais aujourd'hui, il y a, par exemple, on ne le cache pas, il y a Mme Justine Kassavubu qui fait partie de la coalition. Elle a signé les chartes de la coalition des forces vives de la République démocratique. Elle se proclame aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez élue ou pas, présidente de la diaspora congolaise. Est-ce que, devons-nous encore aujourd'hui, 3 ans après, parlons de cette même coalition-là? Alors, la coalition existe toujours. Ça, je vous confirme, M. Tipé Didingi, que la coalition existe toujours. Quant à la question concernant Mme Kassavubu, que je respecte beaucoup, qui est une collègue, une compatriote, qui lutte également pour la liberté du peuple congolais, nous n'avons pas, jusqu'à présent, au niveau de la coalition, élu un président. Pourquoi nous ne sommes restés sur le plan de 2 coordinateurs? Tout simplement, pourquoi? Parce que le leadership est un mal qui sévit au sein des Africains en général, si je peux dire, et particulièrement au sein des Congolais. Pour tout justement essayer de taire ce leadership et de mettre en avant plutôt un projet porteur pour la République démocratique du Congo, nous avons sciemment décidé de ne pas mettre de présidence. Cette présidence-là, elle ne paiera que si nous avions été en transition en République démocratique du Congo, et c'est là, par des primaires internes, que nous aurions pu élire un président. Chose qui n'a pas été faite, puisque vous le voyez, il n'y a pas eu de transition. Il y a eu les accords de la il n'y avait pas que 2 coordinateurs, il y avait aussi un coordinateur qui s'occupait des affaires juridiques. Non, dans chacune des 2 branches stratégiques et politiques, il y avait des coordinateurs effectivement qui étaient liés. Il y avait aussi dans la politique, il y avait le coordinateur Pichu Chomongo qui était sous-coordinateur au niveau juridique, et nous avions également d'autres sous-coordinateurs au niveau de la coordination stratégique. Alors, nous reviendrons un tout petit peu sur ces questions des élections parce que c'est la question qui nous préoccupe en ce moment. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba arrive à Kinshasa, c'est annoncé le 1er août prochain, donc il s'est déclaré candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Il y a plus tard, à peu près 3-4 mois, nous avons reçu
M. Jean-Martin Salibonguengue, qui est le président du RCK, que nous saluons en passant à cette émission parce qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui, nous avons la porte-parole aujourd'hui. Donc il nous a dit qu'il était aussi candidat aux élections présidentielles, mais après le départ du président Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, il se peut que M. Joseph Kabila s'est dit, ben voilà, je ne me reprends pas pour un troisième mandat. Est-ce que vous aurez une possibilité pour vous de vous représenter? Mais que pensez-vous aujourd'hui de la candidature de M. Jean-Pierre Bemba? Alors, pour être très franche, pour être vraiment très franche, aujourd'hui, si on regarde notre Constitution, si on regarde les procédures constitutionnelles et démocratiques de la République démocratique du Congo, logiquement, Jean-Pierre Bemba ne pourrait pas se présenter en tant que candidat à la présidence du Congo. Mais comme il le dit lui-même, il y a des circonstances atténuantes, il y a des faits qui sont hors de sa volonté, et aujourd'hui étant blanchi dans ce qu'il a été, pour les accusations qui ont été portées contre lui, il se prétend pouvoir être candidat aux élections. Je le répète, la résistance dit que nous sommes sous occupation. Donc, logiquement, Bemba qui a été dans cette résistance, puisqu'il a été rebelle, en 2001, jusqu'à ce qu'on arrive au 1+4. Il a été dans la résistance. Il sait très bien que quand nous ne sommes pas dans un état de droit, où aucune constitution n'est respectée, parce que, mis à part ces accords de la Saint-Sylvestre, qui ont permis à ce que Kabila puisse se maintenir au pouvoir, qui ont mis en avant l'article 70 alinéa 2 et l'article 5 pour donner le choix à Kabila ou à Joseph Hippolyte Kanambe, de pouvoir solliciter le peuple congolais, il ne pouvait pas être encore ici au Congo, et Mbemba ne pouvait pas encore l'appeler Monsieur le Président comme il l'a fait. Donc, je ne peux que lui souhaiter bonne chance. Si effectivement il va se présenter, si effectivement tous les candidats qui vont se présenter aux élections, s'ils arrivent à gagner contre le régime actuel, le pouvoir dictatorial que nous avons en République démocratique du Congo, ça sera une bonne chose, ils auront contribué à la lutte que nous menons, et à ce moment-là, nous viendrons pour, à ce moment-là, construire notre Congo dans une bonne démocratie. Madame Blandine Diafouta, là, vous avez de citer les articles de notre Constitution avant. Je pense que vous êtes très respectueux aussi des lois fondamentales de notre pays. Donc, au regard de la loi fondamentale de la Constitution du Congo, le président Kabila il n'est pas illégal, parce que la Constitution dit très bien que le mandat chef de l'État est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et les chefs de l'État ils restent en fonction juste à l'élection du nouveau président de la République. Là, ça fait 2 ans, c'est maintenant même que le procès électoral est ouvert. Donc, peut-être le 23 décembre, on aura une nouvelle figure, il y aura un passeur des pouvoirs. Je vais vous poser la question, justement. Est-ce que pour le maintenir dans ces 2 ans au pouvoir, on a fait appel à l'article 70 de notre Constitution, ou on est passé par l'accord de la Saint-Sylvestre? Si je vous ai cité, moi, l'article 70, alinéa 2 de la Constitution, c'est tout simplement pour vous dire qu'on a usurpé cet article-là, l'alinéa 2 de cet article, puisque ce qui devait être mis en fonction après le 31 décembre 2016, c'est l'article 75, dans lequel il est dit que le président du Sénat, qui était à l'heure actuelle illégitime aussi, bien sûr, mais bon, tant que le président est illégitime, toutes les institutions le sont aussi, qui est à l'heure actuelle le président du Sénat, c'est-à-dire Kingo Atondo, aurait dû, à ce justement de cette constitution, prendre le pouvoir et devenir le président par intérim pour organiser tout justement les prochaines élections. Si Kabila s'est maintenu, ce n'est pas par rapport à notre constitution, c'est par rapport au conglomérat, la Cinco et Rassemblement, qui ont permis à ce qu'on extrait ces articles de notre constitution, qu'on le mette dans l'accord de la Saint-Sylvestre pour permettre le maintien de Kabila. Donc effectivement, Kabila n'est pas légitime. Des spectateurs, très chers auditeurs des Amis des Wichi et de la Redondance Télévision, nous sommes toujours en direct pour justement avoir l'actualité de la République démocratique du Congo. Ici, on nous sort les articles de la Constitution. C'est vrai, les articles de la Constitution, c'est vrai, Kabila a été maintenu au pouvoir, c'est vrai, c'est par les mêmes articles, c'est par la même Constitution. Aujourd'hui, on nous dit Kabila a le droit de pouvoir se présenter parce que la Constitution a été changée. Déjà, on ne tient pas en compte les 2 premiers mandats, c'est-à-dire les mandats du premier mandat qu'il a fait parce que la Constitution a été changée, paraît-il, c'est qui lui donne qui lui donne le plein droit de pouvoir par la nouvelle Constitution qui a été mise en place
de commencer, c'est-à-dire en 2011, et il a donc le droit de pouvoir se représenter pour la deuxième fois. Donc le premier mandat n'a pas été tenu en compte. Pourquoi? Parce que la Constitution a été changée d'un tour à 2 tours. Alors, justement. Mais, oui, je vais vous passer la parole. Mais là, par rapport à tout ce que vous êtes en train de déclamer, le RCK, et vous parlez de la nouvelle alternative, d'aller au pouvoir ou aux élections avec, sans la Kabylie, tenir compte de la Constitution elle-même. Est-ce que vous irez sans Kabila postuler ou dans une transition quelconque pour mettre en place une nouvelle constitution ou soit encore de nouvelles institutions au Congo? Je pense que la réponse avait été apportée déjà au préalable. Oui, effectivement, si aujourd'hui nous sommes appelés sans le régime de Kabila au pouvoir pour pouvoir essayer de changer les choses et surtout de remettre les choses à leur place, nous irons. Mais je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que la Constitution a été changée. Elle a été changée, mais elle n'a pas été changée au niveau de l'article 220, qui, elle, permet à ce que le mandat du président soit changé, justement, qu'elle passe de 2 ans, de 2 mandats, pardon, à 3 mandats ou à 4 mandats selon leur bon vouloir. L'article 220, jusqu'à présent, n'a pas été changé. Tout à l'heure, vous me parliez encore de la diaspora, je reviens dessus. Pourquoi est-ce qu'on a enrôlé la diaspora? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un ministre de la diaspora qui est venu demander à la diaspora de s'enrôler pour les élections? Est-ce qu'on ne considère pas cette diaspora? Est-ce qu'on ne sait pas que cette diaspora représente une force? Voilà. Justement, ce ministre qui est aujourd'hui le ministre de la diaspora, c'est un fils et qui est avec nous ici. C'est un ancien, on va dire combattant. Certainement, mais un combattant qui vient de la diaspora. Mais ce qu'il représente, quelque part, la diaspora congolaise, parce qu'il connaît bien les rouages et tout ce qui se passe dans la lutte de la diaspora congolaise. Mais vous ne lui accordez pas crédit et non, vous pensez que c'est quelqu'un qui a changé de costume et qui est aujourd'hui perdu. Il est perdu peut-être pour lui-même. Pour nous, c'est sûr qu'il est de l'autre côté. Quand on est un pays sous occupation, il y a la résistance ou l'occupation. Il n'y a pas de juste milieu. Donc ceux qui ont trahi la résistance, qui se sont ralliés à l'occupation, sont de l'autre côté et ne sont pas pour nous des personnes fidèles. Si ce ministre de la diaspora, comme vous dites, est venu et vient de la diaspora, a été mis en place tout simplement parce qu'il savait comment la diaspora fonctionnait et comment il pouvait manipuler. Je vous ai dit tout à l'heure que la diaspora on a demandé à ce qu'elle s'enrôle. Pourquoi? Justement pour le changement de la Constitution. Puisque à l'heure actuelle, dans notre Constitution, la diaspora n'a pas droit de vote. Et dans cette constitution-là, on dit très clairement, pour que la diaspora puisse avoir le droit de vote, il faut remanier la constitution. Et c'est là que le régime de Kabila attend que la diaspora puisse se manifester pour pouvoir toucher cette fameuse constitution. Vous m'avez parlé d'un 2e mandat. Jusqu'au présent, Kabila a fait ses 2 mandats. Il n'y a pas encore eu de décret ou de changement de constitution officielle qui dit qu'on est en train de mettre de côté un de ses mandats. Par contre, dans une de mes émissions précédentes, je l'avais signifié au peuple congolais qu'il y allait avoir une stratégie qui allait être mise en place pour tout justement invalider la première élection contre Jean-Pierre Mbemba pour que Kabila puisse sortir avec un seul mandat et pouvoir se représenter à ces élections-là. Donc on revient encore sur la même problématique que tout à l'heure. Pourquoi nous n'allons pas aux élections? Pourquoi nous rejetons toute forme d'élection avec le pouvoir d'occupation? Puisqu'aujourd'hui on voit bien que Kabila peut faire cela avec le système, avec les institutions congolaises qui sont là-bas. Ça veut dire que Kabila se présentera aux élections. Et nous ne pouvons pas, nous de la résistance, nous du RCK, aller à ces élections pour être face à Kabila et lui donner encore un pouvoir. Vous parliez des mêmes têtes qu'on reprend et on fait la même chose. Vous parlez de l'occupation qui est installée depuis 2001. L'occupation n'est pas installée en République démocratique du Congo depuis 2001. Elle a pris le pouvoir en 2001. Mais l'occupation est là depuis bien avant l'indépendance. Le plan pour tout justement envahir la République démocratique du Congo par la Tutsi-Land a été mis en place bien avant l'indépendance. Dans les années déjà 20-30, on avait déjà des cellules d'étrangers qui étaient placées au Kasaï expressement pour former justement des élites on voit aujourd'hui leurs descendants qui sont là. Donc l'occupation ne date pas d'aujourd'hui. Seulement, la prise de pouvoir a été faite en 2001, malheureusement, avec nos propres frères. On parle du MLC. Le MLC, vous savez qui, moi je vous pose la question, peut-être que vous en tant que journaliste vous le savez, mais est-ce que le peuple congolais le sait? Que le MLC, le père fondateur n'est pas Jean-Pierre Mbemba. Et que le père fondateur n'est même pas congolais.
Qui c'est père fondateur. Voilà. Quand on revient dans l'histoire, tout justement, il faut mettre les choses à leur place. Le MLC a été créé et fondé par le frère de Museveni, Salim Saleh. Et le frère de Museveni qui a créé, parce que le MLC est la branche ougandaise de l'AFDR. Et Jean-Pierre Mbemba n'a été que, comme l'a été Laurent Désiré Kabila à l'époque, n'a été que la tête congolaise qu'on a repris pour mettre face aux Congolais, pour pouvoir mener le mouvement à l'intérieur de la République démocratique du Congo et faire croire aux Congolais que maintenant vous avez un leader congolais que vous devez le suivre, comme ça a été le cas pour Laurent Désiré Kabila. Mais vous avez vu, Laurent Désiré Kabila est mort au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Parce qu'il a compris qu'il devait retourner sa veste contre cela et servir son peuple. Aujourd'hui, est-ce que Mbemba s'inscrit de la même façon? Il a fait 10 ans en prison. Il a mûri, il dit. Oui, il a mûri. Mais le peuple congolais a mûri également. Si ce n'est encore plus, je dirais, parce que le peuple congolais d'il y a 10 ans, mes chers frères et sœurs, on se regarde droit dans les yeux, je pense que l'aspect du Congo, on s'en souciait peu. On ne savait même pas que notre pays faisait plus de 2 milliards de kilomètres. On ne savait même pas qu'on avait plus de 89 millions d'habitants. On ne savait même pas qu'il y avait Beni à l'est. On ne savait même pas qu'il y avait Kikwiti au sud. On ne savait même pas qu'il y avait... Et ainsi de suite. On ne savait pas encore qu'on avait déjà un génocide qui était mis en place et qui a fait plus de 12 millions de corps. Nous atteignons justement la fin de cette émission. Certainement, nous avons des petites questions des divers que nous pouvons poser par rapport à cette émission, par rapport à l'actualité de la République démocratique du Congo comme l'actualité du monde. Nous avons vu la France remporter la Coupe du Monde. Et qu'est-ce que ça vous a inspiré de voir une grande équipe, une très belle équipe de France, multicolore, multirace, aujourd'hui, équipe championne du monde. Ça vous inspire quoi? Écoutez, étant accueilli par la France, je ne peux que me réjouir déjà, puisque la France m'a permis d'avoir toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, d'avoir eu mon éducation, d'avoir été à l'école, et ça, je ne peux être contente pour les Français. Mais ce qui m'a encore plus réjoui, c'est parce qu'au sein de cette équipe-là, il y avait les nôtres. Pour moi, ce n'était pas l'équipe de la France qui a gagné. C'était les Français issus d'ailleurs qui ont gagné. Et parce qu'il y avait dans cette équipe-là toutes sortes, comme vous avez dit, une multitude de nationalités, une multitude de couleurs, si je peux dire ainsi, parce qu'il y avait une multitude de nationalités. Pour citer que les Congolais, nous avions Matuidi, nous avions Nzondi, Mandanda, Kimpembe et d'autres encore. Pour citer le Cameroun, nous avions Ouittiti, nous avions Mbappé, pardon. Excusez-moi les garçons, parce que les garçons risqueraient de se fâcher. Voilà, nous avions, et pour citer encore, nous avions Varas qui vient de l'Espagne, nous avions donc d'autres joueurs, même s'ils avaient la couleur blanche, qui venaient d'ailleurs. La France a remporté cette Coupe du Monde parce qu'il y avait ses enfants venus d'ailleurs, ou du moins leurs parents venus d'ailleurs. Et pour ça encore, je voudrais faire passer... Est-ce que ce n'est pas une occupation celle-là aussi? Alors, je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose que je crois profondément. La France n'a jamais été la France aux Français. La France a toujours été la France aux étrangers. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on regarde l'histoire de la France, les Francs n'existent plus. Nous avons eu l'invasion italienne, nous avons eu l'invasion espagnole, nous avons eu l'invasion portugaise, nous avons eu l'invasion égyptienne, nous avions l'invasion ottomane. La France des Francs n'existe plus. La France a toujours été la France des étrangers. Ce sont ces mêmes étrangers qui sont battus pour libérer la France contre le nazisme en 40-45. Et ce sont ces enfants-là, ces petits-enfants, puisque les Congolais y étaient en 40-45. Les tirailleurs, on ne parle souvent que des tirailleurs sénégalais ou camerounais, mais il y avait des tirailleurs congolais qui étaient là, et ces petits-enfants-là, aujourd'hui, ont fait l'honneur de la France. Et j'aimerais un message à tous ces joueurs africains venus d'ailleurs. Vous devez pas seulement vous battre pour une nation, vous devez vous battre pour le monde, pour toutes les nations du monde. La souveraineté de l'Afrique est une chose que vous devez tenir aussi bien haut que le maillot de la France que vous avez tenu, parce que c'est votre force que vous avez mis sur le terrain, c'est votre détermination, c'est votre amour pour la passion du foot qui aujourd'hui a permis que cette victoire puisse se faire. Et pour conclure là par rapport à l'actualité de la France, j'aimerais que tous les jeunes qui vont prendre en exemple tous ces joueurs-là, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, le foot c'est une voie de sortie, mais il n'y a pas que le foot. Vous avez énormément de domaines, vous avez des voies de sortie. Alors pour le mot de la fin, je vais vous montrer un t-shirt. Je peux vous tenir le micro. Eh ben, qui représente ces t-shirts déjà?
Alors, ce t-shirt représente... Merci. Pour moi. Je vais le mettre comme ça il va être visible. Oui. Il est inscrit Stop au viol en République démocratique du Congo. Et au dos de ce t-shirt, Stop aux violences faites aux femmes. Ce t-shirt nous a servi pendant notre marche que nous avions fait donc, en 2015, du 19 juin au 30 juin, pour dénoncer ce qu'on appelle le viol utilisé comme arme de guerre. Je pense que maintenant, le monde entier sait de quoi on parle quand on parle du viol utilisé comme arme de guerre. Nous avons institué cette marche pour montrer au peuple du monde ou au peuple français que le viol utilisé comme arme de guerre est différent du viol commun qui est ici sévèrement puni par les lois françaises et d'autres lois internationales. Mais seulement les auteurs de ce viol utilisé comme arme de guerre ne sont autres que nos voisins rwandais, ougandais et burundais. Et si nous avons voulu marcher, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a fait de Kagame le président de l'Union africaine. Or, en tant que président de l'Union africaine, il faut d'abord qu'il respecte le pays le plus proche de lui, le pays voisin, notamment les habitants de ce pays. Mais en République démocratique du Congo, nous avons un viol qui est sévi depuis plus de 10, 15 ans, 20 ans maintenant. Et ce viol-là, on n'en a pas parlé assez. Alors nous avons décidé de faire montrer ce t-shirt au monde entier et de dire que le viol utilisé comme arme de guerre ne devrait plus exister. Ici, le dernier message sur la campagne de sensibilisation que nous faisons au niveau du RCK. Vous voyez, on parlait de la coalition des forces vives congolaises. Cette campagne de sensibilisation a été préparée en accord justement avec les membres de la coalition des forces vives congolaises pour justement sensibiliser sur ce qui sévit en République démocratique du Congo. Vous voyez ici le vol du coltan, les massacres des enfants, les viols utilisés comme armes de guerre, le travail des enfants dans les mines. Tout cela représente la vie du peuple congolais, surtout à l'est du Congo, chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Et on ne peut pas ne pas en parler quand on se dit être un représentant du peuple congolais et qu'on se bat pour une bonne démocratie ou pour une bonne gérance du pays. Voilà le message. En tout cas, merci beaucoup, Madame Blandine Diafotoa, vraiment d'avoir accepté l'invitation de la Redondance et des amis des Wechi pour cette interview exclusive d'aujourd'hui. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs de la Redondance TV et des amis de Wechi International au nom des Alimia Mongala que je représente dans cette émission d'aujourd'hui. En tout cas, nous vous souhaitons vraiment merci. Nous vous disons encore un grand merci, un très grand merci à vous et vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro que nous croyons bientôt et très très bientôt. Nous croyons que l'émission n'est pas finie, mais nous le continuerons avec les invités que mon confrère et moi-même nous aurons le plaisir d'accueillir dans les jours qui viennent. Vraiment, nous vous remercions et vous disons au revoir. À vous donc de vous servir plutôt de l'info ou des informations que nous venons de vous donner. À la prochaine occasion. Merci et au revoir chez vous. Et n'hésitez surtout pas à partager l'émission entre vous. Merci.